Bonjour. Donc, effectivement, moi je suis bibliothécaire quand même. Donc, notre intervention, elle sera à deux voix. Comme l'a dit Mélanie, c'est important effectivement d'avoir ça en tête, que le monde du livre et les médiathèques, on a quand même un nombre de valeurs en commun assez important. C'est ce que je vais essayer de montrer. Alors, le sous-titre de cet après-midi, c'était accompagner les usagers ou les rendre acteurs. Moi, j'ai envie de répondre les deux, en fait, parce que c'est ce qui est bien avec le livre, c'est que accompagner un usager, ça veut forcément dire, à un moment donné, le rendre acteur, l'inclure le plus souvent d'ailleurs dans un projet participatif. Et je crois qu'à l'heure où nous, bibliothécaires, on a tendance à se creuser la tête pour faire du participatif parce qu'on en ressent le besoin, on entend les demandes aussi. Je pense que l'informatique libre, justement, elle nous offre une voie, je vais dire presque une voie royale, pour faciliter la participation des publics. Alors c'est ce que je vais essayer de montrer dans cette présentation, qui va être surtout un retour d'expérience de ce que nous avons mis en place à la médiathèque dans le domaine du livre. Donc effectivement, c'est une présentation en deux voix, c'est moi qui commence, et c'est Romain après de Montpellier Libre qui prendra la suite. Alors, je vais présenter la chronologie des relations de la médiathèque André Malraux avec le monde du livre. Le but, c'est un peu, en partant du tout début, de montrer l'enchaînement qui nous a conduit à faire au départ une incursion vraiment limitée dans le monde du livre, et aujourd'hui d'être sur un projet de GLUPC qui est encore en cours. Alors je commence par une très rapide présentation, rassurez-vous, du contexte, du cadre dans lequel on évolue. Donc l'agglo des Méditerranée, c'est 13 communes, 110 000 habitants. La médiathèque André Malraux en elle-même, c'est 20 000 abonnés. C'est en 2015 613 000 prêts, donc une activité quand même assez importante. On a plus de 1600 visiteurs par jour d'ouverture. Et aussi, c'est une donnée importante, on met une centaine d'ordinateurs à disposition du public. Alors, monsieur Ludin de Valérin citait tout à l'heure Shakespeare. Moi, j'ai choisi Lao Tse, mais pour une citation qu'on peut rapprocher. Donc, c'est une phrase que j'aime bien, hein. Même le plus grand des voyages commence par un premier pas. Et ce premier pas, pour nous, à la médiathèque André Malraux, ça a été pendant le projet MAM. Donc, la médiathèque a 8 ans, le projet a donc une dizaine d'années. Et ce premier pas, pour nous, ça a été l'utilisation par les professionnels de logiciels libres dans le cadre du projet. Alors, ça nous a permis de tester en fait par nous-mêmes tout ce qu'on peut encore entendre dire des fois sur le logiciel libre. Donc que c'est compliqué, qu'il faut être ingénieur au moins pour s'en servir, que c'est pas fiable et qu'en plus ça marche pas. Donc bon, ça fait quand même beaucoup. En fait, nous, on a pu se rendre compte, par nous-mêmes que effectivement ça a bien fonctionné, hein, le projet on l'a mené à bien, et ça peut paraître une petite chose en fait de remplacer Excel par Calc ou PowerPoint par Impress, mais c'est quand même un point de départ, et ça permet d'avoir une vision un peu différente du coup de l'informatique et de relations que nous bibliothécaires on peut avoir avec, et surtout de ce qu'on peut demander à l'informatique. Donc d'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde utilise des logiciels libres ici dans le cadre de son travail bureautique. Je ne sais pas si je peux faire un petit sondage, par exemple, est-ce que les gens qui utilisent du libre, mais voilà. Il y a quand même des gens qui ne lèvent pas la main, mais je ne suis pas certain qu'il y a 3 ou 4 ans, on aurait eu le même résultat. Alors donc ça a été la première étape, mais le projet avançant, l'ouverture de la médiathèque approchant, il nous a fallu réfléchir aussi à ce qu'on voulait nous proposer cette fois-ci au public. Donc, comme on était en train, nous, de faire l'expérience du livre qui fonctionnait, donc ça nous est paru naturel de le proposer aussi au public. Et ça a été la seconde étape de notre relation avec le monde du livre, c'est de mettre en place des ateliers sur le livre pour le public. Alors j'ai mis sur cette diapo le choix du livre dès l'origine une question de cohérence et de disponibilité. Alors de cohérence évidemment par rapport à ce qu'on vivait nous,
ça me paraissait naturel. D'ailleurs, je profite pour faire une petite parenthèse. Proposer du libre, en fait, c'est plus un retour aux sources qu'autre chose, hein, puisque dans les années 60-70, l'informatique, la création de l'informatique, c'était du libre, et c'était même que du libre. Hein, les gens qui s'occupaient de l'informatique, c'était des chercheurs, des scientifiques, des passionnés, ou les trois d'ailleurs, et pour eux, c'était tout à fait normal et naturel de partager leurs programmes, leurs découvertes, leurs logiciels. Donc cohérence par rapport à ce qu'on vivait, et aussi cohérence par rapport au projet général de la médiathèque qui voulait faciliter l'accès aux ordinateurs et permettre l'autonomie des publics. En optant pour le logiciel libre, on pouvait immédiatement déployer sur l'ensemble du parc public de la médiathèque, donc les 100 PC dont j'ai parlé, l'ensemble des logiciels qui allaient être présentés au cours des ateliers informatiques. C'est-à-dire que si je suis inscrit à la MAM, je peux m'installer n'importe où dans la médiathèque et j'ai accès exactement aux mêmes services que ce que j'ai vu en atelier. Je n'ai pas des postes avec certaines licences et d'autres avec d'autres licences. Je peux aussi télécharger chez moi gratuitement et rapidement, le jour même, le logiciel que j'ai vu lors d'un atelier. Donc ça aussi, c'est déjà un peu une façon de rendre l'usager acteur, de lui permettre de poursuivre, s'il le souhaite, hein, c'est pas une obligation, chez lui en cours du soir, ce qu'il a commencé à la médiathèque. Donc la disponibilité, c'est aussi une question importante. D'ailleurs, moi, je suis toujours un peu mitigé quand je vois certaines animations. Bon, c'est juste une question, j'avais préparé une diapo que j'ai supprimée finalement, parce que je ne voulais pas donner l'impression de critiquer ce qu'on peut voir parfois ailleurs. Donc moi, quand je vois certaines animations sur des logiciels propriétaires, comme par exemple Photoshop, bon, je suis un petit peu perplexe. À l'époque où je me suis intéressé, Photoshop, c'était 1490 €. Bon, maintenant, c'est encore plus fort, c'est moins cher. Par contre, c'est un abonnement, c'est ça, il me semble. C'est-à-dire que là, on le payait jusqu'à la mort, quoi, hein, toute votre vie. Voilà, tous les ans, si vous voulez utiliser Photoshop, il faut payer. Bon, alors, 1490 €. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on s'adresse vraiment à tous les publics quand on propose un atelier sur ce type de logiciel? Alors, on sait bien qu'en plus, un logiciel comme Photoshop, on ne va pas le maîtriser au bout d'un atelier de 2 heures, ou même de 2-3 ateliers. Il faut l'avoir chez soi, il faut le pratiquer. Donc, quel est le message vraiment qu'on envoie par rapport à ça? Est-ce qu'on s'adresse à ceux qui ont 1490 € à mettre dans un logiciel? Bon, honnêtement, à Béziers, ils sont pas très nombreux. Ou est-ce qu'on s'adresse aussi à ceux qui vont se le procurer autrement? Vous allez faire un dessin, vous allez dans Google, vous tapez Photoshop, Crack, BitTorrent, et vous le retrouvez. Monsieur Gudin-Ballerin a évoqué cette question de la légalité ce matin. Moi, je suis effectivement assez sensible à ça. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu en difficulté au niveau du positionnement quand on fait ce type d'atelier? Parce que soit on s'adresse à des gens qui ont les moyens de payer, soit on les invite, même indirectement, à se débrouiller. Donc ce qui est intéressant, c'est que le libre, lui, il permet d'être cohérent par rapport à ça, et de ne pas être dans ce type de contradiction. Donc à la médiathèque, on utilise la suite LibreOffice pour tout ce qui est bureautique, et pour la retouche photo, on utilise GIMP, qui est un logiciel libre, gratuit et très puissant. Alors bon, ça c'est bien beau, mais quel bilan pour ces ateliers? Parce qu'on aurait pu aussi, en proposant du libre, être à rebrousse-poil des attentes du public et connaître l'échec. Bon, honnêtement, si c'était le cas, je ne serais pas là pour vous en parler. Donc non, le bilan, il est encourageant. Hein. En 2015, on a mené plus de 500 heures de formation avec plus d'1 millier de participants.
Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est qu'on a fait une enquête de satisfaction sur ces participants et plus de 90% des gens qui avaient participé ont déclaré qu'ils pensaient avoir atteint leur objectif au terme de la formation. Et nous avons eu d'ailleurs aussi très peu, mais ça depuis l'ouverture de la médiathèque, très peu de retours négatifs sur ce choix du livre. Donc je pense que l'idée du livre et de la cohérence, alors c'est un intérêt économique bien sûr d'abord, mais pas uniquement. Je pense que cette notion de cohérence dans l'offre et dans la démarche, elle a du sens aussi pour le public. Alors ce d'autant plus que il y a des perspectives d'évolution intéressantes grâce au livre. On l'a évoqué rapidement ce matin, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit sur les logiciels libres, c'est pas, en plus je ne suis pas forcément un spécialiste, mais bon, même de mon point de vue, je vois qu'il y a des logiciels créatifs intéressants et libres dans à peu près tous les domaines. Le monde du livre, c'est un continent. Une fois que vous commencez à vous y intéresser, vous voyez qu'il y a des choses à glaner ici et là, c'est presque sans fin. Donc on en a parlé, moi je me suis noté juste aussi Calibre, qui en tant que bibliothécaire on se doit d'avoir et de connaître. J'ai parlé de GIMP, il y a Audacity pour le son, et j'ai découvert récemment le logiciel Scratch pour la programmation, apprendre la programmation et le codage aux enfants, et c'est vraiment quelque chose de passionnant. Donc après cette deuxième étape sur les ateliers libres, mais on s'est posé la question aussi que tout le monde se pose après avoir commencé à toucher un petit peu du logiciel libre. C'est bien de proposer une alternative au logiciel libre, mais ça serait peut-être bien aussi de proposer une alternative, cette fois au système de cotation. Windows aussi. Donc notre troisième étape, ça a été de mettre en place une install party avec l'aide de l'association Montreuil Libre. Donc alors, je crois que ça se voit un peu sur la photo. On n'a pas eu que des adolescents digital natives et au début sur cette animation. Par contre, on a eu des utilisateurs de la MAM très intéressés, vraiment curieux d'apprendre, et c'était vraiment en fait un beau moment de médiathèque troisième lieu et justement de participation. Je crois que ça se voit aussi sur la photo, en fait, là, sans plaisanter. Les gens coopéraient, ils travaillaient ensemble, il y avait un vrai échange, et voilà, ils devenaient vraiment acteurs et plus simplement de simples utilisateurs. Alors, pendant cette animation, je crois qu'on a vu pourquoi c'est important, enfin, selon moi, pour les bibliothèques de s'intéresser au monde du livre. C'est que, je le disais en introduction, vraiment, on partage certaines valeurs. Peut-être être un peu solennel là, mais le partage des connaissances, la mise à disposition de tous du savoir et surtout des outils du savoir, c'est quand même pour nous, bibliothécaires, quelque chose de central dans notre métier, et même souvent, c'est pour ça qu'on a choisi de faire ce métier-là plutôt qu'un autre. D'ailleurs, si on compare deux textes, le premier vous le connaissez bien, il a été cité ce matin aussi par M. Huizin, c'est le manifeste de l'UNESCO. Le manifeste de l'UNESCO met vraiment en valeur la bibliothèque comme porte locale d'accès à la connaissance. Or, la connaissance, maintenant, ça passe évidemment par l'informatique, plus ou moins grande partie selon les publics, mais pour certains publics, c'est en très grande partie. Je pense peut-être plus aux jeunes, et encore. Important aussi dans le manifeste de l'UNESCO, même si c'est moi qui souligne, c'est la prise de décision en toute indépendance. Je pense que tout à l'heure, Montpellier nous fera le point plus précisément sur cette question d'indépendance. Le deuxième texte, c'est un texte de la PRIL, donc l'Association pour la défense de l'informatique libre, mais c'est un texte qui pourrait avoir été écrit par un bibliothécaire. L'idée du partage du savoir, l'esprit de coopération, d'indépendance, là aussi, c'est des mots qui nous parlent forcément. Alors donc, évidemment, l'install party, le système d'exploitation libre, ça offre de réelles perspectives pour la lecture publique. Moi, je pense que vraiment c'est un domaine qu'on doit prendre à bras le corps si ce n'est pas déjà fait.
parce que une partie de l'offre numérique dans les bibliothèques, à mon avis, elle doit être constituée par du livre. On doit au moins permettre une alternative, y compris au niveau du système d'exploitation. Ça, je sais que c'est plus compliqué à mettre en place. Notre élu de référence, M. Duplat, ce matin, a évoqué le fait qu'on n'est pas tout seul en tant que bibliothécaire. On a des élus à convaincre. Lui, c'est fait apparemment. On a aussi des DSI. Et là, pareil, les relations avec nos services informatiques respectifs, elles sont parfois différentes. Un point de vigilance. Aussi, oui, parce que c'est aussi notre métier. C'est un point, nous on s'en est rendu compte, donc je tiens à le lister dans ce retour d'expérience. Alors après m'envoler sur les grandes valeurs, etc. du métier, je vais revenir très terre à terre et parler de planning et de présence au public. Parce que une install partie, c'est un moment fait, ça se passe bien généralement, et après il faut assurer quand même un suivi et un accompagnement. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, il faut vraiment être vigilant de ce côté-là pour pouvoir assurer un accompagnement humain de qualité. Alors, notre quatrième étape, qui est en cours, donc là je vais me contenter de l'effleurer, et c'est Romain qui va peut-être être plus précis là-dessus. Il s'agira de créer avec nos abonnés des GLPC. Alors juste très rapidement, le GLPC c'est ce qui est en bleu. Nous, on a eu l'opportunité de nous lancer dans cette opération parce qu'on a, après 8 ans d'ouverture de la médiathèque, réinformatisé. Et le livre nous permet de ne pas mettre les anciens PC à la benne, mais au contraire de les réutiliser. Et après avoir permis au public de travailler sur les logiciels, puis sur le système d'exploitation, là on va pouvoir travailler carrément sur le matériel et aussi au niveau de la réappropriation et du partage des savoirs, c'est une étape vraiment capitale. Voilà, donc je vais céder la parole à l'association Montpellier Libre. Alors on va faire un petit changement de PC si j'ai bien compris, une petite particularité technique. Donc il me reste à vous remercier. Si j'ai mis mon adresse mail, s'il y a des gens qui veulent plus de précisions sur les actions qu'on a menées ou échanger sur ces sujets, ça sera bien volontiers. Voilà, merci. Je vais commencer alors. Tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravi d'être là. Depuis ce matin, je constate que je suis en face de la crème des bibliothécaires, des 5 conservateurs avant l'ère numérique. Voilà, moi je suis Romain Boiry, et donc dès à présent je vais vous dire que j'ai très peu de temps pour vous dire tout ce que j'ai à dire. Vous avez donc mon adresse en haut, si vous avez des questions. Je serais ravi de vous répondre à 4h ou à 5h du matin, je suis très matinal. Voilà, il n'y a aucun malaise, ça m'arrive régulièrement. C'est une habitude. Je suis donc handicapé, et ça ne se voit pas. Je suis donc autonome financièrement et je fais du libre à plein temps, en tant que personne bénévole dans l'association Montpellier Libre depuis 2 ans. Il y a peu de documentation, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup les réseaux des bibliothèques de ma ville pour me former. Actuellement, c'est pas de votre faute, mais personne n'est formé au logiciel libre dans les administrations du genre informatique, comme le disait Pierre-Antoine, il n'y a personne pour faire le SAV, par-ci par-là. C'est donc à des associations comme la nôtre, des groupes d'utilisateurs du libre, autrement dit des GUL, c'est un peu barbare, mais c'est du libre, du Linux, des logiciels libres, tout ça, c'est la même sauce. Alors ce que je peux vous dire encore, c'est que aujourd'hui avec le numérique, on en est à une redistribution des pouvoirs. Il y a de fortes réticences à cela, évidemment, venant des pouvoirs publics. Mais on peut croire que la révolution devrait venir du bas. On le voit bien avec la décroissance. Je vais dire que
tout a commencé cette année depuis Alternativa, où on a rencontré énormément de gens qui étaient intéressés par les logiciels libres. On s'est bien rendu compte qu'on avait quelque chose à faire pour le bien social, pour la sociabilité. Donc, on va passer à la diapo suivante, si vous voulez bien, tout simplement. Donc, mon peu libre, elle a existé avant que j'y sois. Elle existe depuis 2008. Elle fait partie des précurseurs. Aujourd'hui, quand même, il y a près de... Bon, les chiffres sont un peu en dessous de la réalité, pas vraiment mis à jour. Je suis que bénévole, je ne suis pas membre du bureau, je n'ai pas les chiffres. On en est presque à 90 personnes en tant qu'adhérents. Mais je vous rappelle que les personnes que vous avez vues en photo à l'animation de Béziers ne sont pas toutes adhérentes. Parce qu'on fait du social. La première liberté du logiciel libre, c'est l'accessibilité. Et on essaye de transposer cette liberté dans nos actions. C'est pour cela qu'on a beaucoup plus d'usagers que d'adhérents. Nos activités, principalement ce qui plaît, c'est le SAV. Pourquoi? Parce que les gens viennent avec des questions et repartent satisfaits. On n'a jamais de soucis. On a des techniciens qui sont compétents. Moi-même, je participe et je me forme, mais il n'y a pas de secret. J'ai du temps libre. Tout est libre. Du coup, ce qui se passe, c'est que on travaille avec donc un public multiforme, protéiforme, c'est-à-dire qu'on touche toutes les classes sociales. On travaille avec l'Emmaüs, avec les médiathèques, et notamment pour les JRIPC, on le verra à la fin, mais j'en parle un petit peu. On utilise une distribution développée par Emmaüs, toujours des personnes bénévoles. Dans le livre, c'est récurrent, c'est pas une obligation, mais dès qu'on parle d'entreprise, du coup, les logiciels libres prennent la forme d'open source. Alors l'open source, c'est une licence, mais c'est aussi une méthode. C'est la méthode horizontale où tout le monde partage avec tout le monde, la communauté est mondiale, et le principe, c'est que quand quelqu'un se couche, un autre se lève et le travail continue, les logiciels continuent d'être mis à jour. Donc les performances sont là et le résultat est courant. Alors on peut voir que nos activités, c'est principalement, donc je le disais, du SAV, de l'install party, mais aussi on fait le hack de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on va développer avec le public des moyens non conventionnels d'utiliser un jeu vidéo pour le faire moduler. On va utiliser des pratiques artistiques avec GIMP pour modifier les pixels et les images et les remplacer par ce qui sort de leur imaginaire. Les enfants, du coup, apprennent à utiliser GIMP, mais ils apprennent donc plein de choses en même temps, ce que ne font pas forcément les adultes. Je dis ça parce que hier j'ai eu un groupe de retraités le matin, un groupe d'enfants l'après-midi, et les enfants sont beaucoup plus alertes. Alors, j'en profite, je fais ma petite remarque et après j'arrête là. Voyez le logo, le logiciel libre, c'est la GNU GPL, GPL V3. Alors, ceux qui disent qu'ils utilisent du libre et qu'ils utilisent OpenOffice, il faudrait qu'ils lisent la licence. C'est une licence Apache OpenOffice. C'est développé par Oracle. Il y a de quoi hérisser les poils des développeurs du libre. Il faut utiliser du LibreOffice. Ensuite, donc ici vous avez Richard Stallman qui a développé, qui a annoncé la création de GNU en 1984. C'est un projet qui a mis du temps, mais vous savez très bien qu'il faut du temps pour ces choses-là, et patienter. Ensuite, presque 20 ans plus tard, pour ce qu'on appelle, encore une fois, les biens communs, mais cette fois c'est plutôt du côté des médias, des documents, des fichiers, des données, enfin, pas vraiment non, les données non traitées on va dire, pas les data.
Alors, ce sera la création en 2001 des Creative Commons par Laurence Lessig. Et donc, 4 conditions sont à mixer. Donc, on voit bien ici que le droit d'auteur peut disparaître, pas obligatoirement, mais ça le peut. Donc, on peut céder ses droits ad aeternam, ainsi assurer la pérennité. Bon, on se pose la question de la pérennité de la donnée sur le support. Mais déjà, le droit a un outil pour permettre la diffusion et le partage sur Internet, ce qui est vraiment très important à l'heure où tout va très vite, où le copier-coller, comme on le disait ce matin, c'est la référence du numérique, c'est vraiment le point fort. Mais si on n'a pas le droit de copier-coller, si on se prend un procès à chaque fois qu'on le fait, c'est la société qui ne peut plus avancer, du coup. On ne peut plus partager les idées. Voilà. Et dans le livre, même les idées n'appartiennent pas aux personnes. Elles font partie de la communauté. Voilà. Chacun peut avoir des idées. Ce serait bien d'ailleurs que les bibliothèques ouvrent encore, comme elles le font aujourd'hui, de plus en plus, dans beaucoup plus de points, leurs portes à des citoyens comme moi. Je me considère comme un créateur de culture parce que je contribue sur le net et je peux très bien le faire sur un projet que vous organiseriez. À défaut de pouvoir recevoir moi-même le plus geek, je serais très content de le faire dans une médiathèque. Ce qui est valable pour moi est valable pour tous ceux qui sont avec moi dans ma communauté. Voilà. Ensuite, on voit bien ici Jimmy Wales, le cofondateur de Wikipédia qui date de 2001, en mars. Donc, ici, on voit Jimmy Wales qui a émis le projet de redistribuer le savoir pour l'humanité, comme un don que ferait notre génération aux générations suivantes. Wikipédia, c'est un des projets, il ne faut pas se borner à l'encyclopédie libre comme le moteur ou l'axe sur lequel on va développer des projets. Il faut vraiment voir plus large, plus global, peut-être même plus abstraitement. Tous les projets Wikimedia, c'est presque une quinzaine de projets différents avec des propriétés. Une propriété égale, c'est la licence, c'est-à-dire que déjà il vous faudra accepter, si vous travaillez avec Wikipédia, de voir votre travail réutilisé commercialement. Je sais que ça peut poser des ennuis, il faut réfléchir aux perspectives que l'on peut donner. Voilà, donc je ne ferai pas le tour de tous les projets. Vous pouvez très bien me contacter. On est en partenariat avec l'association qui gère les actions sur la France pour les projets Wikimedia. Projet Wikimedia. Alors, Wikimedia, c'est ce que j'allais dire, c'est que le wiki, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un logiciel. C'est l'interface qui permet de rédiger de manière collaborative. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on peut rédiger de manière collaborative en direct un livre. Je pense que tout le monde le sait. Moi-même, j'ai déjà trouvé des livres écrits collaborativement dans des médiathèques, mais il y a beaucoup de projets différents à réaliser avec ces projets. Je vous donne un autre exemple, ce serait à Montpellier, dans mon cas, j'ai eu la visite d'une bibliothécaire, d'une directrice de l'actualité, du Forum de l'actualité à Venezuela, qui souhaiterait un projet comme réflexion, développer une activité pour la valorisation du patrimoine, donc à la fois du fonds que vous possédez donc, dans les médiathèques, donc très intéressant, mais c'est de l'interne. Mais il faudrait voir aussi à aller sur le terrain. Bon, là, ce serait plutôt valorisé sur les hôtels particuliers de la ville de Montpellier pour
ce qu'on appelle le tourisme, tout simplement. Il y aurait peut-être une possibilité, je ne sais pas, pourquoi pas, de mettre des pages en plus dans le projet Wikitourisme. Ça pourrait être une des applications. Alors ensuite, les droits. Donc c'est mal dit. On parle d'utilisateur du libre. Je n'ai pas voulu dire liberté accordée par le logiciel libre parce qu'il y a le mot logiciel. Vous voyez bien que là, je parle de logiciel, d'interface de contenu, donc c'est des médias, on ne sait plus de quoi on parle. Donc je vais parler directement des utilisateurs et du libre parce que c'est la philosophie du libre. Je ne la mets pas de côté. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet 4 libertés. Celle d'accéder aux sources. On le voit bien chez Wikipédia, on le voit bien avec GitHub tout à l'heure. On peut modifier donc, c'est un moyen de rééquilibrer et de faire une émulation dans une communauté de développeurs pour faire avancer un projet, c'est-à-dire que si on ne fait pas plus avancer le projet et qu'on ferme les portes, tous les fichiers qui sont associés à ce projet ne pourront plus être lus. C'est à peu près le problème qu'on rencontre avec des logiciels comme propriétaires qui verrouillent le format et qui nous emprisonnent dans une interface sous contrainte de payer une location ou une licence. Voilà. On peut aussi réutiliser le code source, c'est-à-dire qu'on peut en refaire quelque chose de plus. On peut faire un produit dérivé à partir des pages de Wikipédia. On peut réutiliser tout un système informatique à son propre compte, en réutilisant les sources. Mais par contre, la licence vous est concédée dans l'obligation de publier les modifications afin de les redistribuer à la communauté, au monde. Les résultats ne s'en faut pas attendre généralement. L'utilisateur est plus en confiance, les entreprises coopèrent, les individus aussi. Du coup, la création est là. On peut créer des biens. On peut mettre un livre en licence libre, on l'a vu ce matin, ça génère encore des ventes. On augmente le retour positif, c'est-à-dire la satisfaction. Les gens sont contents de pouvoir télécharger le logiciel, sont satisfaits de pouvoir le prendre en main. À la rigueur, de lire des informations sur Internet, de se former de manière autodidacte, comme moi je le fais, c'est que je parle en ma position. Mais du coup, la hiérarchie est horizontale, donc c'est parfois un gros bazar. La coopération, c'est souvent à des distances incroyables, donc on communique à des heures différentes en plus, dans d'autres fuseaux horaires. Donc c'est un peu un gros bazar, mais il y a de l'innovation, c'est un point fort. Il n'y a jamais d'arrêt du projet. Quand il s'arrête, quand la communauté tombe, quelqu'un peut reprendre le projet. Les sources sont accessibles. Première des libertés. Voilà. Et donc, enfin, la relecture. Donc, on voit la relecture du code pour les logiciels. On voit l'importance là qu'il y ait une génération de codeurs qui arrive. Tout comme il est important qu'il y ait dans les années à venir des formations qui forment les gens qui sont dans les bâtiments publics et les médiathèques pour assurer eux-mêmes les services. Nous, en tant qu'association, nous sommes là pour aider, mettre un pied à l'étrier, c'est-à-dire tout simplement vous montrer la voie, à vous de reprendre nos idées et de les rendre plus établies dans votre environnement.
Donc, alors là, c'est à partir d'une réflexion qui m'est propre. Je me suis dit, tout simplement, comment faire pour développer des partenariats? Tout simplement parce que nous le faisons depuis, donc je reviens à Alternativa, et même un peu avant, enfin, pas pour moi, mais pour le reste de l'association. Alors, il y a la période de décroissance, on cherche une autre manière de consommer, on se réunit en communauté pour voir ce que l'on peut faire, développer des idées. Et donc, on recherche toujours un espace pour pratiquer la relation au logiciel, la pratique, l'émulation qu'il peut y avoir autour d'un travail, d'un projet. Je veux dire, des opérations libres, tout ce qui a été fait précédemment dans des médiathèques, nous le réalisons, parfois avec des médiathèques, mais parfois rien qu'entre associations de particuliers. C'est possible aussi, ça existe. Vous pourrez donc associer la communauté, c'est-à-dire la suivre donc par internet, en sortant, donc pas forcément physiquement, mais en allant vers les associations sur le terrain, et donc augmenter le réseau de diffusion des informations en utilisant les radios associatives, les journaux, le web, et pas forcément des plateformes internes. Alors, pourquoi et par quels moyens attirer le public? Alors, pour former le public débutant, pour favoriser la contribution au cours de projets que vous définiriez, valoriser le patrimoine des bibliothèques, ou encore celui donc des villes, du tourisme. Ça c'est pour le petit exemple. Voilà. Je voudrais ajouter donc, pour faire référence à Thierry, c'est qu'on peut faire aussi ensemble des Jerry. C'est ce qui se passe, donc c'est ce que fait donc l'association Emmaüs. Elle reconditionne du matériel, elle y met du livre. L'idée, c'est pas juste de mettre un système libre pour faire du GIMP, non. C'est d'associer un système à de la culture libre, avec le système Emmaüs, qu'on l'on mettrait sur les GRI qui fonctionnent avec des vieux PC. Vous pouvez mettre tout Wikipédia pour y accéder en hors ligne. Pour les gens qui n'ont pas Internet, ça arrive, mais on lutte contre la fracture sociale numérique. C'est une avancée, un grand pas. Ensuite, il y a tout un tas d'outils pour les enfants pour apprendre à lire, à écrire, à compter. C'est très intéressant. On peut jouer, évidemment, aussi, on peut coder, oui. D'ailleurs, on peut également avoir de quoi lire, mais vraiment de la philosophie, des Lumières, et donc d'avant et d'après, mais dans le domaine public toujours. Il y a comment appelle-t-on cela, un tutoriel, pour être plus vrai, qui permet en moins de 10 minutes, une fois le système installé, ou acheté, ou donné, enfin reçu, l'utilisateur final peut avoir des livres et utiliser Calibre pour lire ses bouquins. Voilà, alors l'idée c'est aussi de ne pas offrir ou vendre l'ordinateur, mais plutôt de le donner. Parce que pourquoi? Quand on offre, on attend que la personne nous sourie, on attend quelque chose en retour. Quand on lui donne, on la prend à égalité. On lui donne. Nous, ce qu'on fait dans notre association, on montre l'exemple, on fait le matos gratos. Chaque mois, on reconditionne un ordinateur, on met Emmaüs, et on réalise donc un don auprès d'une personne qui vient nous voir et qui nous dit « Je veux essayer, je n'ai pas les moyens, je vous demande de l'aide ». Et on n'a pas encore mis en place un atelier à l'intérieur duquel nous pourrions lui apprendre à utiliser les machines, c'est-à-dire monter les pièces, brancher l'alimentation, installer le système. On lui donne tout simplement. Vous pourriez aller plus loin, faire un atelier, faire venir une vingtaine de personnes, le faire tous ensemble autour d'un enseignant,
et cela pourrait permettre à ces personnes de repartir avec un ordinateur, avec de la culture libre, sans avoir besoin d'avoir Internet à la maison. C'est quand même formidable. Voilà, le péripétie, c'est valoriser le matériel. On le sait, avec l'économie sociale et solidaire, les produits doivent être... il doit y avoir un cercle vertueux, c'est-à-dire que l'obsolescence programmée doit être bannie. D'ailleurs, dans la loi, je pense que bientôt, ça va être un problème. Ensuite, installer des logiciels libres, c'est utiliser les biens communs, des logiciels auxquels vous avez droit. Et il faut bien faire comprendre à nos utilisateurs que tous les logiciels sont utiles, mais pas forcément installables facilement ou utilisables. Je vous rappelle que le logiciel libre se rémunère normalement sur la formation. Donc, ce que vous faites dans les médiathèques, vous le prenez à des entreprises. Ce n'est pas anodin, je pense. Mais bon, voilà. Vous pouvez donc construire collaborativement. Vous pouvez utiliser un centre social de loisirs pour donc ces ordinateurs permettre l'alphabétisation, lutter contre la fracture numérique et réaliser des ateliers créatifs, dessins, qu'est-ce qu'on peut faire aussi de la 3D, tous les arts, je pense, même du son, la vue, Audacity, marche très bien. Je vous remercie. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.